boucler sur la dernière table ronde. Le financement, on a vu les cas concrets, on a vu l'innovation, on va partir sur le financement. Investir autrement. Mobiliser les banques, les investisseurs. Je vois qu'il y a plein de gens qui partent quand même, mais je pense que c'est parce qu'ils ne souhaitent pas rester à la table ronde. Investir public et acteurs pour une transition juste. Décarboner l'économie exige bien plus qu'un simplement verdissement des portefeuilles. Pour cette table ronde, le modérateur, j'appelle Sébastien Soleil. Il est par là. Voilà, il arrive. Il est directeur du département Finances durables à la Fédération bancaire française. Sébastien, vous pouvez prendre place. Vous allez accueillir pour la Caisse des dépôts Nathalie Laini, on dit Laini, voilà, excusez-moi, directrice de la politique durable, bienvenue, madame. Johnny L. Hakem, Edmond Rothschild Private Equity, qui nous a rejoint, très bien. Chez ING France, Thomas Labergère, le directeur général. Je ne sais pas s'il est arrivé. Il est là, ING France. Et ben voilà, ce que je disais, on avait enchaîné. Bon, voilà. Et chez Malakoff Humanis, Aurélie Baudouin, la directrice des investissements groupe. Enchantée, madame. À vous de jouer, Sébastien Soleil. Même, voilà. On est bien, une petite heure avant la pause déjeuner, avec, et un temps d'échange avec la salle. Je pense que c'est toujours bien. Donc, petit 50 minutes, et puis un petit temps d'échange à la fin. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci. Donc je suis ravi d'être là avec vous. Ce matin, on a donc beaucoup parlé de décarbonation, bien évidemment, mais plutôt sous l'angle industriel et sous l'angle innovation technologique, ce qui est bien évidemment très important. Maintenant, on va l'aborder sous un angle un peu différent, parce que pour tout ça, on l'a déjà un peu évoqué, on a besoin de financement, on a besoin d'investissement. Et donc là, on va passer la prochaine petite heure pour discuter de tout ça. Alors, je vais commencer par mettre un peu en introduction les pieds dans le plat, parce que 10 ans après l'accord de Paris, on aimerait bien qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles et qu'on ait fait tout ce qu'on avait dit lors de la COP 21 et qu'on déroule nos objectifs de décarbonation. Malheureusement, on entend quand même de plus en plus ces derniers mois, on entend beaucoup parler de backlash, de retour en arrière écologique. Et donc je pense qu'il faut se remettre dans ce contexte et se positionner par rapport à cette petite musique qui est parfois négative, mais qu'on va essayer bien évidemment d'atténuer et on va essayer de montrer en quoi ce n'est pas si négatif que ça. Je vais commencer par citer quelques chiffres pour parler de mon point de vue. Donc Sébastien Soleil, directeur de finances durables à la Fédération bancaire française. Donc quelques chiffres sur les banques françaises. Les banques françaises, globalement, sont très engagées dans cette transition, financent de moins en moins d'énergie fossile et de plus en plus d'énergie renouvelable. Deux chiffres, en 2024, pour chaque euro dans le financement de la production d'énergie fossile, les banques françaises ont consacré 2,6 euros, dans un rapport de 1 à 2,6, ont consacré 2,6 euros au financement des énergies renouvelables et ce ratio augmente d'année en année. Et un autre chiffre en valeur absolue, là, en 2024, les banques françaises les 6 plus grandes banques françaises ont consacré 471 milliards d'euros à des crédits verts ou durables, en augmentation de 27% par rapport aux années précédentes. Donc voilà, un engagement ferme. Donc je suis ravi d'en discuter pendant la prochaine heure. Donc on vous a déjà présenté, mais je vais le refaire rapidement. Donc Nathalie Laini, directrice de la politique durable à la Caisse des dépôts, Johnny LHM, CEO d'Edmond Rothschild Private Equity, Thomas Labergère, DG d'ING France et Aurélie Baudouin, directrice des investissements groupes. Je vais commencer par vous, Nathalie. Donc, justement, sur ce retour en arrière écologique, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il est aussi grave que ce qu'on peut lire parfois ou pas? Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'intervenir sur ce sujet du financement de la transition écologique avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier les organisateurs du Forum de l'engagement déjà pour
l'organisation de ces débats que je trouve particulièrement intéressant et très concret. Je fais beaucoup de conférences et j'ai vraiment apprécié le caractère très, très, très concret des tables rondes de ce matin. Alors avant de parler du backlash, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. Hein. Tu l'as fait, Sébastien. D'abord, les chiffres des besoins de financement si on veut atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en France en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Hein. Vous vous souvenez certainement du rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz qui, il y a maintenant plus d'1 an, indiquait qu'il fallait grosso modo près de 70 milliards supplémentaires d'investissements chaque année, voire 100 milliards d'ici 2030 chaque année. Donc bien d'investissements supplémentaires, hein, si nous voulions atteindre les objectifs donc de décarbonation et de neutralité carbone de la France voilà, d'ici 2030. 100 milliards supplémentaires par an, ça veut dire que l'ensemble des acteurs financiers nationaux doivent se mobiliser et nous le savons, cet effort de financement ne pourra pas être réalisé uniquement sur la base des financements publics, même si ils peuvent faire levier. Alors, dans un contexte qui est le contexte américain, qui a été décrit à plusieurs reprises et notamment ce matin, et le contexte national, comment on peut analyser ce qui a été qualifié de backlash et quel impact ça peut avoir pour nous, investisseurs, financeurs. Évidemment, nous, ce que nous observons au sein du groupe Caisse des dépôts, qui est un groupe dans lequel il y a la Caisse des dépôts qui gère l'épargne des Français, l'épargne réglementée, mais il y a aussi tout le groupe La Poste, donc la Banque Postale Asset Management, CNP, la SFIL, BPI France, etc. Donc c'est un grand groupe au service de l'intérêt général et du financement de l'intérêt général. Ce que nous observons dans les coalitions d'investisseurs internationales, hein, d'investisseurs responsables dans lesquels nous sommes, c'est qu'il y a quelques retraits de grands investisseurs américains, mais que finalement les investisseurs tels que les fonds de pension californiens restent. Je pense à CalPERS, hein, qui est resté dans la Net Zero Asset Owner Alliance, qui a un effet sur les thématiques d'inclusion, on pourra y revenir, dans le dialogue actionnarial. Mais que les grandes coalitions finalement tiennent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet de backlash, mais en tout cas, ça tient à peu près. Le programme des Nations Unies pour l'investissement responsable cherche justement à remettre de la dynamique dans le contexte des 10 ans de l'accord de Paris pour porter les questions d'investissement responsable et garder le momentum à l'approche de la COP30. Et au niveau national, la litanie des remises en cause des réglementations environnementales, qu'il s'agisse du ZFE, du zéro artificialisation nette ou même du développement des énergies renouvelables, est bien sûr une réalité. Mais je vous invite à regarder toutes les études qui ont été publiées sur le backlash et notamment celle de Théodore Tallant qui est professeur à Sciences Po et qui a publié une étude sur ce sujet à la Fondation Jean Jaurès. Ces études montrent que quand on fait des focus group avec des citoyens, qu'on les interroge sur l'action climatique du gouvernement et plus largement les enjeux d'action climatique des pouvoirs publics, ce qu'ils pointent, et je vais essayer d'être rapide, c'est avant tout le manque d'équité dans l'action, c'est-à-dire le fait qu'on fait payer tout le monde indifféremment et pas d'abord les entreprises ou d'abord les plus riches. Hein. Je vous livre l'analyse sans jugement. Et que donc il y a derrière un enjeu avant tout de transition juste, mais qu'ils appellent aussi à plus d'action climatique en fait. C'est un peu le paradoxe, c'est que quand on interroge vraiment sincèrement et sérieusement en fait les citoyens français, évidemment on voit bien que dans certaines catégories de la population il y a un rejet du trop-plein de réglementation environnementale et ce sentiment qu'on fait payer tout le monde indifféremment, mais il y a aussi une demande de plus d'action. Et voilà, donc il faudrait, et c'est ce que Théodore Tallant nous invite à faire, éviter de surintégrer ce backlash et d'être dans l'anticipation autoréalisatrice. Je le dis parce que je vois que dans certaines entreprises,
il y a peut-être ce sentiment que, comme voilà, il y a une remise en cause généralisée, que dans un contexte américain qui est celui que nous vivons, eh bien, continuer à poursuivre sur la même ambition européenne notre action en matière de transformation écologique, cela plomberait notre compétitivité, etc. Il peut y avoir certains freins à poursuivre en fait sur la même dynamique les politiques RSE ou ESG. Voilà. Enfin, ce que disent les sociologues et les experts qui ont analysé tout ça, c'est qu'il y a aussi des effets d'anticipation autoréalisatrice. Et juste un mot pour finir là-dessus. Au sein du groupe Caisse des dépôts, évidemment, nous gardons le cap, hein, ça va de soi. On a un objectif, on a mis la transformation écologique en haut de nos priorités. Hein. On a 3 priorités stratégiques et la transformation écologique en fait partie. Et donc, nous étions fixés un objectif de 60 milliards de financement en faveur de la transformation écologique sur 2020-2024. On est à 107 milliards en prêts et en investissement sur tout le groupe, hein, donc avec toutes les entités que j'ai citées. Et pour les 5 prochaines années, on s'est refixé un objectif de 100 milliards. Donc voilà, on garde le cap et on essaye de résoudre tous les problèmes de financement dans tous les secteurs, que ce soit le bâtiment, l'énergie, l'efficacité énergétique, le transport. En priorité auprès des collectivités locales qui elles-mêmes donc voilà, sont aussi allantes mais qui ont des enjeux d'accès au financement et de financement adaptés à leurs problématiques. Merci Nathalie pour cette remise en perspective, bienvenue. Donc la CDC garde le cap. Thomas, clairement, ING garde le cap aussi. Un exemple assez frappant, c'est que vous avez réussi à faire valider vos objectifs de décarbonation par la SBTi, Science Based Targets Initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et notamment sous l'angle de la relation avec vos clients, comment vous arrivez, est-ce qu'une banque est au service de ses clients et comment vous arrivez à construire un dialogue avec vos clients sur ces sujets ? Oui, merci Sébastien. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Nathalie, qui me paraît très important sur l'adhésion du public sur le fond de la transition et une réticence beaucoup plus palpable sur le chemin à parcourir. Le fait est que le débat public est aujourd'hui occupé par des voix qui sont des voix qui portent le backlash, qui sont contre la transition avec la magnitude nécessaire et la célérité nécessaire. Et je crois que c'est une opportunité assez unique pour chacun d'entre nous, à nos niveaux respectifs, de porter une ambition qui est beaucoup plus large que le mandat individuel qui peut être le nôtre. À nous d'être vocal, à nous d'expliquer les données scientifiques autour de cette transition, et à nous d'essayer de contribuer sur le chemin nécessaire à parcourir pour y arriver. Ne laissons pas l'espace public uniquement à ceux qui sont contre, mais à nous de l'occuper, et ce, de plus en plus. Pour répondre à votre question, Sébastien, alors, ING est, c'est vrai, engagé depuis longtemps dans les transitions, dont la transition écologique. Il se trouve qu'effectivement, on a, il y a 3 mois, été la première banque systémique, qui fait partie des 25 plus grandes banques mondiales qui ont un système de régulation spécifique compte tenu de leur taille. La seule et l'unique qui a reçu cette certification SBTi pour ce qui est des ambitions en matière de décarbonation. Alors la SBTi, en 2 mots, c'est quoi? C'est la Science Based Target Initiative qui a été créée autour des accords de Paris en 2015 avec des sponsors comme les Nations Unies, le World Resource Institute, le World Wide Fund for Nature, de WWF, ou Carbon Disclosure Project, et qui vise à avoir une approche assise sur des données scientifiques pour donner un cap afin d'être en accord
avec un objectif de 1,5 à horizon 2050. Et SBTI est utilisé par bon nombre de sociétés industrielles, commerciales de services, y compris par certaines institutions financières, et a développé un framework spécifique pour permettre aux banques de valider sur des données objectives, éprouvées, reconnues, quelles doivent être leurs ambitions en matière climatique. Je crois que par exemple chez CDC, la Banque Postale et est la seule banque française, me semble-t-il, aujourd'hui à avoir cette validation SBTI. Et donc SBTI, pour ce qui est d'ING, a validé comment notre portefeuille de prêts, qui représente pour une banque 99% de ses émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas nos émissions en propre, en termes de data center, d'informatique, de voyage qui représentent l'essentiel. C'est véritablement les prêts que nous allouons à l'économie. Et donc on a développé depuis 2018 une approche qu'on appelle Terra, où sur les industries les plus émettrices, on s'est fixé des étapes intermédiaires et finales pour voir comment faire évoluer notre portefeuille de prêts de manière idoine avec les courbes de décarbonation nécessaires. Et c'est ce que SBTI a validé pour l'automobile, pour le ciment, pour l'acier, pour l'immobilier commercial, entre autres choses. Donc SBTI vient valider de manière objective et scientifique l'ambition. SBTI ne dit rien sur ce que nous faisons. Et c'est très bien d'avoir un cap, c'est encore mieux d'avoir les actions idoines par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Et donc, peut-être pour faire un point très rapide sur ce que nous faisons, je commencerai par dire ce que nous ne faisons pas. Et ne pas faire, c'est déjà contribuer à l'action nécessaire. C'est ne pas financer les centrales à charbon, et on a arrêté depuis de nombreuses années. C'est s'assurer que nos clients utilities, fournisseurs d'énergie, utilisent le charbon pour une proportion de plus en plus petite, et en tout cas inférieure à 5% dans nos critères à nous chez ING. Et pour l'industrie pétrolière et gazière, eh bien c'est arrêter ce qu'on a fait depuis 2022, tous les nouveaux champs pétroliers ou gaziers, en accord avec ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit clairement qu'on n'a pas besoin de capacités supplémentaires. C'est étendre cette interdiction à ce qu'on appelle aussi le midstream, à savoir le stockage, l'infrastructure, le transport. Et puis cette année, en tout cas l'année dernière 2024, on a arrêté de financer les pure players dans le domaine pétrole et gazier notamment. Autre point très important, c'est qu'est-ce que nous faisons avec le reste. Et tout le défi collectif, c'est comment engager le reste de l'économie sur une trajectoire de décarbonation. Et nous avons développé il y a à peu près 2 ans ce qu'on appelle des Client Transition Plans, assis sur des données objectives disponibles dans le domaine public, qui nous permet de mesurer les éléments suivants, qui sont 1, la pertinence des indicateurs retenus par nos clients en termes de décarbonation. Deuxièmement, quelle est l'ambition attachée à chacun de ces indicateurs? Sont-ils suffisamment contraignants par rapport à la transformation que doit connaître leur industrie? Troisièmement, quelles sont les actions engagées par le client pour s'assurer que l'objectif final soit atteint? Et dernier point autour de la gouvernance, on en a parlé un petit peu ce matin. Est-ce que la gouvernance est suffisamment forte pour que
l'ensemble de l'entreprise soit en marche pour atteindre cette ambition. On a fait ça pour 2000 de nos plus grands clients au niveau mondial, pour une centaine de grandes entreprises en France. Et sur la base de ce framework, le Client Transition Plan, nous nous sommes engagés dans des conversations avec nos clients qui sont des conversations exigeantes où on cherche à mieux comprendre quelle est leur volonté réelle et comment est-ce que nous, banques, nous pouvons les aider pour la réallocation du capital nécessaire pour atteindre cet objectif. Et ce framework que l'on a développé est maintenant partie intégrante de nos process de décision. Quand on analyse un risque de crédit contrepartie sur un client, on prend en compte quelle est la pertinence de son approche en matière de décarbonation. Et ça nous amène à faire des choix difficiles qui peuvent nous différencier de l'environnement bancaire compétitif où toutes les banques ne poussent pas nécessairement avec autant de conviction et nous amène aussi parfois à sortir de certaines relations parce que nous sentons que le client en face de nous n'a pas la volonté d'agir de manière suffisante en termes de magnitude de l'effort et en termes de célérité pour atteindre l'ambition. Merci Thomas. Maintenant Aurélie, donc Malakoff Humanis était également très investi dans le domaine de la décarbonation, mais vous avez une problématique assez différente vu que vous déléguez la gestion d'actifs à des tiers. Donc comment, dans ce contexte très différent, vous arrivez à piloter vos actions de décarbonation et à suivre tout ça de façon efficace? Oui, alors effectivement, l'enjeu est différent puisque on sélectionne des gérants avec lesquels on travaille et qui vont gérer pour nous l'actif général. Ce qui amène à avoir des enjeux un peu particuliers pour pouvoir mettre en place une politique de décarbonation. Le premier enjeu qu'on a, c'est déjà avoir une mesure qui soit cohérente. On est finalement un peu comme un chef d'orchestre, avec un orchestre devant nous, les gérants, et si on n'a pas tous la même partition, ça va devenir compliqué pour mettre en place une politique de décarbonation qui soit robuste. Donc, premier enjeu, c'était de demander à nos principaux gérants d'utiliser le même fournisseur de données que nous, puisqu'on peut voir encore qu'en fonction des fournisseurs de données, on a des datas qui sont assez distinctes, surtout quand on intègre le scope 3, il y a des méthodes de réduction du double comptage. Et dans ce cadre-là, on voit qu'il y a des résultats qui sont encore très différents. Donc, quand on veut mettre en place une trajectoire, il faut s'assurer, quel que soit le fournisseur de données utilisé, d'avoir la même donnée et de regarder dans le même sens avec les gérants avec lesquels on travaille. Une fois qu'on a mis en place la mesure cohérente, bien entendu, il faut fixer un cap qui soit ambitieux. Donc, de la même façon que les différents intervenants, on a déterminé de réduire de 50% les émissions de CO2 de nos investissements, scope 1, 2 et 3, entre 2019 et 2030. On est aujourd'hui à peu près à mi-chemin, on est entre moins 26 et moins 27%, donc on est complètement aligné avec notre trajectoire. Et ce cadre ambitieux, il doit aussi être partagé au niveau de tous nos collaborateurs. Et c'est pour cela qu'il y a des critères ESG et notamment de décarbonation, les chiffres que j'évoquais, qui sont intégrés dans la politique de rémunération de nos dirigeants, mais également dans la politique d'intéressement de tout le corps social de Malakoff Humanis. Donc là, on est vraiment dans un collectif. J'ai bien aimé la phrase ce matin de dire que la transition, c'est un sport d'équipe. Eh bien, c'est exactement ça. C'est comment embarquer tout le monde dans cet objectif ambitieux. Et puis, le troisième enjeu fondamental, c'est de mettre en place un pilotage opérationnel qui soit à la fois granulaire et mesuré de la façon la plus fine possible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un investisseur institutionnel, on va investir sur toutes les classes d'actifs, des actifs cotés, actions, obligations, du non coté, dette privée, private equity notamment, infrastructure, et puis aussi de l'immobilier. Et en fonction des classes d'actifs, on va avoir des leviers différents en termes de décarbonation. Quand on est sur de l'immobilier, on va regarder les enjeux évidemment de transition énergétique. Quand on est sur la classe obligataire, il y a aussi tous les fonds qui existent en lien avec les obligations qui sont
vertes, sociales ou Sustainability Linked Bonds, qui sont aussi intéressantes, qui sont un levier de décarbonation en l'occurrence assez fort. Et quand on est sur du non-coté, là sur tout le développement, l'accompagnement de la transition énergétique, c'est indispensable. On l'a beaucoup évoqué ce matin sur le développement notamment d'infrastructures et de nouvelles capacités énergétiques renouvelables. Ça, c'est un enjeu fondamental et qui nécessite ensuite, quand j'évoquais le pilotage opérationnel granulaire, d'avoir une mesure qui soit, pour pas dire permanente, en tout cas très récurrente. Parce qu'on ne peut pas espérer à la fin de l'année atteindre un objectif. On a des points de passage annuels en croisant les doigts, en espérant qu'on arrivera à peu près à tomber sur nos pieds. D'autant plus qu'on est finalement en troisième ligne. La première ligne, on l'a vu ce matin, ce sont les entreprises, les émetteurs qui mettent en place dans leur activité une décarbonation. La deuxième ligne, ce sont les gérants que l'on sélectionne, avec évidemment un cahier des charges précis en termes de décarbonation, mais qui, eux, vont sélectionner les entreprises qui vont être intégrées dans nos fonds. Et nous, on arrive en troisième ligne. Donc le levier est un peu différent et on doit mettre en place un tableau de bord spécifique que l'on partage avec nos différents gérants. Et c'est pour ça qu'on a intégré une plateforme ESG qui est développée par une fintech française et qui nous permet d'avoir la vision de l'intensité carbone de nos investissements de façon mensualisée, que ce soit au niveau, nous, de nos entités juridiques, de nos activités, des gérants avec lesquels on travaille, ou aller jusqu'à chaque fonds, voir pour chaque émetteur quelle est notre exposition en termes d'intensité carbone. Et voilà, donc les trois leviers que je voulais évoquer de par nos spécificités, c'est ça, une mesure cohérente, un enjeu d'avoir un cap qui soit ambitieux et partagé, et donc un pilotage opérationnel qui soit suffisamment granulaire. Merci Aurélie. Alors Johnny, on parle beaucoup depuis le début de la matinée dans cette table ronde de l'impératif de décarboner, l'impératif de concilier rentabilité et durabilité. Comment y parvenez-vous chez Edmond de Rothschild Private Equity, notamment quel impact ça a sur les paramètres traditionnels de gestion des portefeuilles, notamment sur le couple risque-rendement? Merci pour l'invitation. Vous savez, il y a 20 ans, on s'est posé cette question. On s'est posé la question de se dire comment on peut, dans un monde qui est ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, une maison comme la nôtre qui est tricentenaire, continuer à travailler, et l'anticipation fait partie de nos facteurs clés de succès. Et on s'était dit, il ne faut jamais opposer durabilité et rentabilité. Ce qui n'est pas rentable n'est pas durable et l'inverse est vrai. Et par ailleurs, on s'était dit aussi que dépendre trop de subsides n'est pas bon non plus. Un peu de subsides pour soutenir l'innovation, c'est bien, mais aussi il faut qu'un produit vive de lui-même. Et la réponse à la question était simple. On s'était dit, par l'intentionnalité, on est capable de justifier un bon couple risque-rendement. Ça veut dire quoi ce charabia? Malheureusement, les décennies passées ne nous a pas aidés. On a vécu dans un monde où il y a eu beaucoup de taux d'intérêt négatifs. C'était déjà une hérésie, mettre un prix de l'argent qui était négatif, mais bon, ils ont voulu ça. Ça a donné bon train à la spéculation. Donc, de quelle rentabilité on parle? Je ne veux pas rentrer dans le débat de prix des externalités. Bon, on n'est pas des politiciens, même si on est dans une enceinte politique. S'il s'agit d'une rentabilité guidée par la spéculation, par l'ingénierie financière, c'est cette rentabilité qui a créé les cycles. Et les cycles dans lesquels on a vécu depuis 2008, malheureusement, ils ne vont pas s'arrêter. Tous les 2-3 ans, on va avoir une nouvelle histoire et on va repartir par un effet de cycle. Donc déjà, de quelle rentabilité on parle? Donc ce qui compte réellement, c'est le couple risque-rendement pour réduire la volatilité dans les portefeuilles. Et la réponse est simple. Du moment où on décide de transformer une contrainte en une opportunité, on a un meilleur couple risque-rendement. Comment on peut le faire? C'est en décidant d'aller en dehors des sentiers battus et de ne pas faire comme les autres, et de rassembler un savoir-faire spécifique autour des acteurs financiers. Ça veut dire remettre la finance au service de l'industrie, au service de l'économie. Tout à l'heure, le président, dans son allocution, il a parlé qu'il ne faut pas opposer les pionniers aux retardataires. C'est vrai, mais c'est grâce aux pionniers qu'on fait des erreurs et qu'on apprend pour résoudre des problèmes.
Je vais illustrer mes propos par un exemple. Grâce au soutien de la Caisse des dépôts, nous avons été pionniers à lancer un projet, on a commencé à réfléchir dessus en 2006, qui traite un sujet important qui sont les friches industrielles polluées en Europe. On dénombre des dizaines de milliers d'hectares de sites pollués dans les cœurs des villes, abandonnés, et qui n'intéressent pas les promoteurs immobiliers. Pourquoi ? Parce que les banques, et ce n'est pas ING, parce qu'ils ont financé un de nos projets à Amsterdam, les banques ne prêtent pas à un site pollué parce qu'il faut un permis de construire. On ne peut pas avoir un permis de construire pour un site pollué si on n'a pas dépollué. Et du coup, c'est le poisson qui se mord sa queue et on abandonne ces sites au cœur des villes et on met à risque notre souveraineté alimentaire parce qu'on sacrifie nos terres arables pour lancer des nouveaux projets pour ce qu'on appelle en anglais le urban sprawl, l'expansion urbaine. Et pardonnez-moi, on n'a fait que des bêtises. Séparer le lieu de travail de lieu d'habitation, des problèmes sociaux à n'en plus finir, problèmes d'embouteillage, et on a oublié ce que nos ancêtres ont appris. Ceux qui ont grandi dans des fermes comme moi, on sait très bien que le lieu de travail, il est nord-est, et le lieu où il faut habiter, il est sud-ouest. L'innovation, elle est avant tout dans l'efficience, avant d'aller chercher de nouvelles technologies. Soyons efficients. Donc, ce qu'on a fait avec la Caisse des dépôts, on a pris la décision d'investir sur fonds propres, sans dette, dans des friches industrielles polluées, qu'on achète sans conditions suspensives. On a rassemblé une équipe de gens talentueux pour faire la dépollution sur site, pas la mettre ailleurs, nous-mêmes. Et une fois qu'on a un permis de construire, le financement bancaire vient pour dérisquer le projet. Donc, c'est un fonds immobilier qui ne subit pas les cycles de l'immobilier. Donc, c'est un fonds, quand ça va mal pour l'immobilier, nous, on a le luxe de repositionner un actif parce qu'on n'a pas une dette, on n'a pas une banque qui nous tient par le cou pour rembourser la dette. Donc, c'est un fonds d'impact, mais qui ne sacrifie pas le rendement pour créer de l'impact. C'est un fonds d'impact qui repose sur le savoir-faire des hommes et des femmes, sur la volonté de l'investisseur, comme le Caisse des dépôts, et d'autres d'ailleurs, d'investir à long terme pour transformer une contrainte en opportunité. Et on a un meilleur couple risque-rendement. Dans les mauvaises années pour nous, là où la spéculation prend bon train, on a un mauvais rendement comparé aux autres. Mais dans les années où les choses vont mal, nous avons un meilleur rendement. Donc il faut raisonner en couple risque-rendement. Et si je peux encore avoir une minute, je ne veux pas avoir autant que mes collègues, mais moi, j'aimerais vous parler aussi de tas d'autres projets qu'on a menés dans le même esprit, où l'intentionnalité guide notre action. Et du moment où nous avons une volonté intentionnelle, tout le monde peut cocher des cases pour être propre et dire on n'a fait que des choses green. Mais il y a beaucoup plus de valeur à faire des choses, surtout quand ça ne va pas. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein de domaines où la finance peut faire œuvre utile et gagner de l'argent avant tout, mais en gérant la volatilité et le meilleur couple risque-rendement. L'infrastructure était un segment où il fallait dépendre de la bonne volonté du secteur public et de l'État pour lancer de nouveaux projets. La bonne nouvelle, l'infrastructure est devenue, grâce à l'intelligence du secteur privé, des projets privés à privés, est devenu l'endroit où on peut scale l'innovation et la technologie. Tout à l'heure, dans un des panels, j'ai oublié qui l'a dit, il ne suffit pas juste de ramener une subvention pour soutenir une innovation. Il faut la mise à l'échelle. On a créé Internet. Notre chercheur, il est parti aux États-Unis. On a fait le premier email au CERN. Il est devenu les outils de communication que les États-Unis ont adoptés. Pourquoi ? Parce qu'il y a CalPERS, parce qu'il y a des fonds de pension, parce qu'il y a l'épargne long. On n'en a pas tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une éducation liée à la spéculation. On incite les financiers sur des résultats de court terme. Quand on dit ramener l'épargne à soutenir l'innovation, ça passe par les marchés privés, parce que c'est là où il y a l'innovation. Donc il faut vraiment œuvrer avec des produits et des solutions intelligentes qui amènent un couple risque-rendement qui génère l'impact par l'intentionnalité. L'infrastructure est une classe d'actifs magnifique pour ça. Des projets privés à privés où on peut prendre les déchets d'un industriel à les transformer en énergie pas électrique, c'est de la valeur, c'est de la chaleur et de la vapeur dont un industriel en a besoin.
par une technologie éprouvée, la biomasse, on n'a pas besoin du réseau, ni de RTE, ni de ce que s'est passé en Espagne dont personne n'en parle. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est le fait d'absence d'absorption des réseaux en bout de cycle. Parce que les réseaux ne sont pas là. Et l'intermittent est très bien, mais trop d'intermittents sans réseau nous mène là où nous sommes. Donc il faut raisonner, coupe le risque-rendement dans une démarche intentionnelle. Et pour finir, désolé, je suis passionné, on a 15 stratégies comme ça, j'aurais pu vous en parler des 15, mais je n'ai pas le temps. Tout à l'heure, ils ont parlé de la Chine. Oui, ils ont des méthodes qu'on n'en a pas et qu'il ne faut pas en avoir. Ils vont à une telle vitesse qu'on ne peut pas juste dire « Ah, on n'y va pas ». Il y a d'autres solutions. Ça fait 15 ans que nous sommes au Maroc. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe au Maroc. C'est impressionnant. Les voitures produites au Maroc sont produites avec l'énergie renouvelable, moins chère que la voiture chinoise, moins chère que la voiture indienne. Ce n'est pas par le pur des hasards que Tesla a choisi le Maroc pour pénétrer l'Afrique. L'industrie aéronautique au Maroc, elle est d'un point de vue développemental exceptionnel. L'Afrique doit être notre partenaire. Pendant des décennies, on a traité ce continent par la philanthropie et l'aide au développement. Ce que fait Proparco est très bien dans votre groupe. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si on ne se tourne pas vers un partenaire, ce qui a été dit tout à l'heure également sur le fait qu'il faut aller ailleurs, je pense que c'est GRDF qui l'a dit, aller contribuer avec d'autres par un schéma partenarial, on n'y arrivera jamais tout seul. C'est là avoir l'intention d'aller en dehors des sentiers battus pour faire les choses autrement et générer un joli couple risque-rendement pour réduire la volatilité. Merci Johnny. Donc là, on a entendu beaucoup de choses passionnantes, savoir-faire, impact et internationalité, approche partenariale. Je vais vous reposer une question à chacun d'entre vous. Je veux bien que vous soyez un peu plus bref si on veut avoir le temps de prendre quelques questions de la salle. Nathalie, si je reviens à l'accord de Paris qui fixait un objectif que tout le monde connaît, à limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés, voire poursuivre les efforts jusqu'à 1,5 degré. Voilà, on est 10 ans après l'accord de Paris, il y a un retour en arrière qui n'est pas si retour en arrière que ça, mais un peu quand même. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet objectif 10 ans après ? Bon, merci de poser la question parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Vous avez dû tous voir cet article du Monde il y a 2-3 semaines qui révélait ce que les scientifiques nous disent désormais avec certitude, qui est que si on met les engagements des États bout à bout, si on regarde les courbes de réchauffement et de dérèglement, nous savons désormais qu'il nous reste 3 ans pour atteindre le budget carbone, pour ne pas dépasser le budget carbone qu'il faudrait pour être sur une trajectoire 1,5 degré. Nous savons que ce budget carbone va être totalement explosé et donc nous savons d'ores et déjà que malheureusement, très probablement, avec 99,9% de certitude, nous ne respecterons pas la trajectoire 1,5 degré. Et pour le 2 degrés, là aussi, les perspectives sont assez pessimistes. Est-ce que pour autant, il faut lâcher l'objectif ? J'imagine que vous avez tous ce débat en interne, que vos collaborateurs en fait, se posent la question. En tout cas, nous, au sein du groupe Caisse des dépôts, nous l'avons eu et nous l'avons affronté en toute honnêteté. Nos collaborateurs nous disaient mais si cet objectif 1,5 degré n'est plus atteignable, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à garder l'objectif que tu nous as fixé, Nathalie, que ton équipe nous a fixé, à savoir faire entrer toutes les activités du groupe Caisse des dépôts, que ce soit en matière de financement ou dans nos filiales opérationnelles, dans une trajectoire 1,5 degré. Et la réponse que nous avons donnée, qui est celle que l'ensemble des entreprises engagées, des investisseurs engagés sur ces questions donnent, c'est que en fait, ces trajectoires 1,5 degré constituent un référentiel, un cap, je dirais presque désormais un peu théorique, certes, mais qui nous oblige, en tout cas, si nous l'intégrons, à rendre nos activités compatibles avec la plus grande ambition qu'on peut se fixer en matière climatique. Et donc déjà le fait de faire en sorte que son activité n'aille pas à l'encontre de ces trajectoires 1,5 degré, qui certes sont théoriques mais qui constituent quand même un référentiel,
nous permettent de limiter la casse. Et donc, c'est comme à l'école, hein, quand on vise 20 sur 20, on est à peu près sûr d'être à 15 sur 20. Et c'est donc bien ce qu'il faut continuer à faire. Qu'est-ce que nous observons, encore une fois, hein, à l'échelle internationale, dans les coalitions d'investisseurs engagés sur cette trajectoire de neutralité carbone à 2050, qui donc correspond à une limitation à 1,5 degré du réchauffement climatique? C'est que, en fait, et ça a été dit hein, par tous mes collègues, décarboner des portefeuilles d'actions et d'obligations pour être aligné sur une trajectoire à 1,5 degré, c'est possible. Dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance, nous nous sommes tous fixés un objectif d'environ moins 55% d'intensité carbone d'ici 2030 par rapport à 2019. Nous, côté Caisse des dépôts, sur nos gestions d'actifs, on est déjà à moins 50%. Alors, c'est les 5 derniers pourcents qui seront très difficiles à atteindre. On est déjà à moins 50%. Donc c'est atteignable, donc c'est faisable. Et donc, si nous, investisseurs, nous disons que nous y arrivons, nous montrons la voie avant la COP30, hein, au moment où on célébrera les 10 ans de l'accord de Paris. Alors, peut-être que pour les responsables politiques et les pouvoirs publics, il y aura moins d'alibi pour dire que il faut arrêter d'être dans cet objectif, au moins de respect de l'accord de Paris. Donc je pense que c'est très important que les investisseurs puissent envoyer ce message à la COP30. Voilà, et un dernier mot pour dire que, évidemment, moi je ne vais pas vous décrire tous les engagements de la Caisse des dépôts, je vous invite à lire notre rapport d'investissement responsable qui est sorti hier. Et puis, heureusement que vous existiez. Hein. Merci, sérieux, merci. Hein. Et demain, mi-juillet, notre rapport de durabilité. Mais justement, ce que je voudrais dire, c'est que en tant qu'investisseur, évidemment, notre impact, et je souscris totalement à ce qui a été dit sur l'intentionnalité, dépend évidemment beaucoup de ce que nos contreparties vont faire, et évidemment notre limitation de l'exposition aux risques climatiques et biodiversité de façon générale dépend beaucoup du respect par les entreprises, et notamment les entreprises cotées, de toutes les réglementations environnementales et notamment de CSRD. Et donc je ne voudrais pas quitter cette salle sans dire que, évidemment, on a besoin d'allègement sur ces reportings, on a peut-être besoin de plus de rationalité et de cohérence entre l'ensemble de ces reportings et de ces réglementations à l'échelle européenne. Mais CSRD et l'ensemble de ces réglementations sont quand même des puissants leviers de transformation. Nous le constatons tous les jours. Et en fait, un reporting CSRD bien fait, c'est un reporting qui permet à l'entreprise d'analyser où sont ses risques, ses impacts, ses opportunités, et de cibler son action. Et pas seulement son reporting, en fait, son action et ses politiques, ses engagements sur ce qui est matériel pour elle et ce qui est matériel pour l'environnement et la société. Et donc voilà, nous on porte un message certes d'allègement à la marge, mais aussi de respect de cette réglementation, parce qu'elle est absolument essentielle pour qu'on arrive tous à atteindre nos objectifs. Merci. Donc Thomas, Nathalie parlait d'éléphant dans la pièce à propos de cette cible à 1,5 degré. Il y a un autre éléphant dans la pièce majeur, c'est celui de l'acceptabilité sociale de tous ces efforts de décarbonation et donc de transition juste. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ING aborde le sujet, notamment dans le domaine de l'immobilier résidentiel, qui est capital en termes de transition juste et en termes d'acceptation? Oui, je crois qu'il est tout à fait important d'avoir un discours de vérité face à des citoyens qui sont responsables et sont tout à fait aptes à comprendre le défi qui est le nôtre. Le défi, il est simple, c'est que nous avons opéré pendant des années avec un mode de fonctionnement de l'économie où la contrainte écologique n'existait pas. Vous rajoutez une nouvelle contrainte qui est cette contrainte écologique, et donc la conséquence naturelle, c'est que le point d'équilibre de l'économie par rapport à ce que nous avons vécu durant des années est un point d'équilibre dégradé. Ça signifie qu'au moins à court terme, pendant une phase de transition, il y aura moins de richesses créées dans le système, et donc toute la question est comment répartir cette peine de manière
juste et équitable. Alors, si je regarde ING, nous, on a un portefeuille de prêts de 650 milliards d'euros. Sur ces 650 milliards d'euros, on a 350 qui sont liés à l'immobilier résidentiel. Et cet immobilier résidentiel, nous n'arrivons pas à le mettre sur la courbe idoine de décarbonation. Pourquoi ? Parce que le citoyen, le détenteur de sa maison principale, ne sait pas naviguer à travers la réglementation, ne sait pas identifier quelle est son empreinte, ne sait pas identifier quels sont les travaux à réaliser, quelle est la pertinence économique et les économies qu'il pourrait être amené à réaliser et quel pourrait être l'impact sur la valeur résiduelle de son bien. Et si nous sommes à la masse chez ING, je peux vous garantir que c'est l'ensemble de l'industrie bancaire qui est à la masse. Okay ? Et ça représente néanmoins un tiers des émissions, l'immobilier représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, face à ce constat d'échec, on a décidé de missionner une organisation qui a regardé les 4 ou 5 marchés majeurs sur lesquels nous intervenons en Europe, où on a 40 millions de citoyens clients d'ING, pour essayer d'identifier les 4 piliers du forum. Comprendre la situation, comment coopérer, comment agir et comment financer. Eh bien, on se rend compte qu'il est indispensable d'avoir une approche holistique entre les États, les municipalités, les développeurs, les constructeurs, les artisans, les banquiers qui financent et bien sûr les particuliers pour que chacun se coordonne et en quelque sorte paie son tribut pour que l'action se fasse. Et il n'y a pas d'autre solution pour ces secteurs qui sont si compliqués à décarboner. Et là, on est dans cette phase de définition des actions dans ces 5 grands pays européens où on sera amené, nous-mêmes, ING, en tant que financeurs, à avoir un couple risque-rendement, au moins à court terme, qui sera dégradé. Mais c'est indispensable pour atteindre l'ambition finale qui est la nôtre et s'assurer que, in fine, l'économie pourra contribuer et continuer à fonctionner comme on le souhaite tous. Donc voilà un exemple qui, me semble-t-il, est très parlant de la difficulté à engager l'ensemble des parties prenantes, où chacun doit pouvoir contribuer avec un objectif de moindre retour économique, souvent, pour susciter l'action et avoir l'impact nécessaire. Donc, comprendre, agir, coopérer et financer. Merci. Alors Aurélie, on a beaucoup parlé de décarbonation, mais on sait qu'on ne peut pas décarboner sans préserver la nature et vice-versa, pas préserver la nature sans décarboner. Et donc, comment abordez-vous le sujet chez la Coffee Humanis et avec quels outils ? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de mesure, de méthodologie, d'outils particulièrement prégnants dans le cadre de la préservation de la nature. Et donc, comment traitez-vous tout ça ? Alors, concernant la stratégie biodiversité, si on essaye de faire le parallèle entre l'enjeu climatique et de façon plus globale l'engagement qu'on peut avoir sur la biodiversité, on a parlé des accords de Paris, on fête les 10 ans. On voit sur la biodiversité qu'on est beaucoup plus jeune dans ce domaine-là, puisque ce sont les accords de Montréal, il y a bientôt 3 ans, fin 2022. Donc c'est intéressant, je trouve, de faire le parallèle et de voir comment, sur la biodiversité, on peut bénéficier de la courbe d'apprentissage qu'on a pu avoir ces 10 dernières années sur le climat. Dans les effets de distinction qu'on peut avoir, un des éléments principaux, Nathalie a beaucoup parlé aussi de la trajectoire du cap, alors difficile à atteindre, mais qu'on connaît, le 1,5 ou le 2 degrés.
Si on doit faire le même exercice sur la biodiversité, c'est éminemment plus complexe. On n'a pas d'objectif, on n'a pas un chiffre à atteindre à un horizon. Une unité carbone, une émission de tonnes de CO2, que ce soit à Paris, à New York ou tout autre pays ailleurs, ça a le même impact global en termes de réchauffement climatique. Quand on regarde la biodiversité, il y a un enjeu très local, éminemment local, et dépendant aussi du contexte biologique, hydrologique qui existe localement. Donc on est sur un système bien plus polymorphe et beaucoup plus difficile à appréhender si on va avoir un cap et une unité de mesure. Cela étant dit, on a aussi globalement, et notamment en France, au travers de notre rapport 29 LEC et des objectifs fixés, un besoin d'avoir une stratégie d'alignement, c'est ça qui est dit, aussi sur la biodiversité. Donc ce qu'on peut mettre en place à ce niveau-là, c'est déjà d'avoir aussi une approche par les risques, en se disant qu'il y a un enjeu également de dépendance aux ressources naturelles. Il y a des outils, en l'occurrence, qui peuvent exister pour avoir une approche transversale par les risques, que ce soit les outils de mesure développés au niveau mondial, comme l'outil encore des Nations Unies. On utilise aussi un fournisseur de données pour avoir, comme beaucoup d'entre nous, une estimation sur l'abondance moyenne des espèces par kilomètre carré. Et là, ça permet d'avoir un enjeu transversal, une mesure transversale de tous nos actifs. Après, une fois qu'on a fait cette approche par les risques, l'enjeu, c'est d'aller plus loin en termes d'additionnalité et d'avoir un objectif d'impact, de restauration de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on a co-créé en fin d'année dernière avec un gérant et d'autres investisseurs un fonds de dette privée qui se veut innovant dans la façon d'appréhender la mesure de l'additionnalité, de la restauration de la biodiversité des ressources naturelles, notamment au travers d'un partenariat avec une agence d'évaluation de la biodiversité qui est québécoise, qui s'appelle Habitat. Et ce qui est très intéressant là, c'est que ça apporte une innovation en termes d'intégration de toutes les datas liées aux spécificités géographiques, géologiques, hydrologiques de chaque territoire, croisées avec des données de géolocalisation, ce qui permet d'avoir cette spécificité en fonction du lieu d'implantation de l'activité, de l'entreprise, et également avec l'idée de pouvoir ensuite présenter en termes d'impact des unités de mesure physique, que ce soit, et on voyait ce matin dans les différents intervenants, de pouvoir, en fonction du secteur d'activité, identifier l'unité la plus pertinente d'économie, par exemple de matières premières quand on est sur de l'économie circulaire, ou de surface restaurée quand on est par exemple sur de l'agroforesterie. Donc à chaque fois identifier par secteur d'activité l'unité de mesure et en ayant cette approche globale couplée à la géolocalisation avec l'agence Habitat. Merci. Maintenant, en termes de mesures d'impact, Johnny, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur chez Edmond de Rothschild Private Equity. Donc, quel type d'outils de mesure d'impact avez-vous mis en place? Comment gérez-vous ça? Très simplement, on n'en utilise aucun parce qu'ils sont tous complexes et il n'y a pas encore un standard avéré. On peut en citer des dizaines et des dizaines de fournisseurs. Nous procédons d'une autre manière. En fait, on fait très simple. La mesure de la performance, elle n'est pas que financière. Donc, nous sommes payés par un frais de gestion qui couvre nos coûts. Mais là où on devient riche et on a l'ambition de l'être, c'est grâce au frais de performance. Et donc, sur ce frais de performance, avant tout, il faut qu'il y ait une rentabilité financière, ce qui déclenche le frais de performance. J'essaie de simplifier au maximum. Le système est plus compliqué que ça, ce qu'on appelle le carried interest, mais bref. Une fois que cette rentabilité est atteinte, le frais de performance peut être perçu par les gérants, mais on ne s'arrête pas là. Ce qu'on fait, une fois que la performance financière est atteinte, et j'insiste parce que ce qui n'est pas rentable n'est pas durable, on définit par stratégie un nombre très limité de 3 à 4 indicateurs de performance, très simples à comprendre et à mesurer par un tiers. Par exemple, notre fonds de dépollution des sols, combien de mètres carrés de terre arable on a fait éviter de détruire par une restauration d'un site pollué, quelle est la biodiversité au mètre carré qu'on a créée, des choses très simples sur lesquelles on s'engage en amont et quelqu'un les mesure en aval et à ce moment-là, on est payé, sinon ça va à une charité parce que c'est dû.
parce que la performance financière, elle est là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on applique sur certains de nos fonds. De même, pour les fonds d'infrastructure, nous avons aussi des KPI de la sorte. Sur les fonds qui investissent dans des entreprises, par exemple en Afrique, c'est très simple. Un des sports nationaux dans ces pays en Afrique, c'est frauder l'État. Que ce soit pour l'employé, on ne paye pas la charge sociale, et on essaye par des mécanismes de transfer pricing de ne pas payer ce qui est dû à l'État. Il y a deux écoles. Soit vous dites j'investis que chez des gens qui sont propres, vous n'avez pas de mérite, ou vous dites j'assume, j'y vais et je nettoie. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure à l'arrivée, et c'est un indicateur sur lequel nous sommes payés. Dans les entreprises en Europe, c'est l'inclusion, c'est le partage salarial, c'est s'assurer qu'il y a une création de valeur partagée, c'est l'attractivité des talents. Bon, on vit dans un monde où on parle du backlash environnemental, mais le populisme est partout et personne ne veut parler des sujets qui fâchent. On a besoin d'ingénieurs, on a écouté dans un panel, mais on ne veut pas d'immigration. Donc quelqu'un doit m'expliquer comment on va faire. Et on oublie aussi que pour sauver l'humanité, hier, il a fallu 2 chercheurs turcs en Allemagne pour trouver le vaccin. Donc aussi, un des indicateurs clés qu'on utilise, c'est dans ces PME, le territoire. Comment on fait pour s'assurer que les PME restent dans les territoires? Comment on s'assure qu'il y a une inclusion pour les salariés dans le clé de partage? Et sur ces bases de ces éléments-là, très simples, basiques, qu'on peut comprendre, qu'on peut reporter, par une petite histoire à raconter, on est capable de montrer notre impact. Merci. Nathalie, je crois que tu voulais... Oui, non, pardon, je réagissais parce que quand j'entends dire, c'est pas tout à fait ce qui a été dit, hein, mais qu'il n'y a pas d'outil de mesure de l'impact sur la biodiversité, je sursaute toujours, parce qu'il y en a en fait. Aurélie l'a dit, il y a le fameux MSA par kilomètre carré qui est en fait une mesure qui a été développée. Alors oui, je fais un peu de la pub pour le groupe Caisse des dépôts, mais ça a été développé par CDC Biodiversité, ça s'appelle le Global Biodiversity Score. Et en fait, c'est un outil de mesure qui permet de mesurer les impacts sur l'ensemble des pressions sur la biodiversité, que ce soit l'artificialisation des sols, la pollution, l'épuisement des ressources, etc. Et qui utilise une métrique qui est maintenant reconnue à l'échelle internationale, qui est le MSA par kilomètre carré, c'est-à-dire la différence par rapport à un état de nature total. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais donc... Pardon, mais à chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas de mesure, pas d'outil de mesure, pas de métrique, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un alibi pour ne pas faire, donc je me suis permise d'intervenir. Merci à tous les quatre. Bon, j'espère qu'on a réussi à montrer que le retour en arrière écologique n'était pas si grave que prévu et que les acteurs financiers avaient des moyens de mesure et des moyens d'action à leur disposition qu'ils mettaient en œuvre pour contribuer à la décarbonation de l'économie. Les débats ont été très riches. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une des questions de la salle. On a le temps. S'il y a des questions, on peut en prendre. Oui, débat merci riche, de vous présenter avant de poser la question. C'est quand même beaucoup plus clair. Oui, bonjour, Christian Demarais, je travaille pour Vicat, donc un cimentier. Moi, j'avais une question, c'est quel est le rôle, et est-ce qu'ils ont un rôle, j'imagine qu'ils en ont un, c'est le rôle des assureurs dans ce dérèglement climatique, puisque eux, ils assurent, donc ils assurent plus, ils assurent plus. Mais comme c'est pas lié notamment à l'objet qui est financier, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle majeur à jouer dans tout ce financement, quoi? Juste pour prendre la défense des assureurs, si je peux me permettre, il faut faire un appel à tous les gens qui travaillent dans le domaine de la réglementation et des régulateurs. Parce que Solvency et BAL sur les assurances et les banques, c'était bien post-2008 parce que oui, les financiers ont abusé, on a fait des conneries, il faut l'admettre pour une fois, mais Solvency et BAL sont de nature à contredire le besoin d'investir à long terme. On pénalise les assureurs et les banques du moment où ils investissent à long terme, sous prétexte qu'on veut faire un stress sur des risques. Il faut que ça bouge et que ça change, sinon on n'arrivera pas à atteindre ni nos objectifs, ni à financer la transition. Solvency et BAL sont les ennemis de notre engagement. Et pour les assureurs, il y a plein de choses qui se passent dans le domaine des assurances qui sont à considérer, à apprendre, surtout au niveau de la data. Beaucoup d'assureurs et de réassureurs ont des moyens d'anticipation et de mesure par la data qui nous sont très utiles, nous, comme investisseurs, au-delà du fait que par leur bilan, ils soutiennent beaucoup de notre engagement.
Peut-être un petit mot pour compléter, parce que dans le groupe Caisse des dépôts, je vous l'ai dit, il y a le groupe de la Banque Postale avec CNP dedans. Bon, évidemment, face au dérèglement climatique et à ses effets, on est confronté à d'énormes enjeux d'adaptation au changement climatique. Et la question se pose de savoir évidemment qui paie. On ne pourra pas faire payer aux assureurs, et je pense que ce serait injuste, les effets des tempêtes, des inondations, des canicules qui vont se répéter et s'intensifier. Ce serait leur faire porter la responsabilité d'un dérèglement qui, en fait, nous dépasse. Et voilà. Donc, je pense que pour la plupart d'entre eux, ils prennent leurs responsabilités, ils essayent d'anticiper, de fournir les outils aussi de couverture face à ces risques les plus adaptés possibles. Il reste que face aux enjeux d'adaptation au changement climatique, on a d'abord besoin de politiques publiques adaptées. Donc on a désormais un plan national d'adaptation au changement climatique, troisième version qui est à la hauteur des enjeux, mais dont il va falloir appliquer tous les bons principes. Et il faut que collectivement, l'ensemble des acteurs économiques, les acteurs financiers comme les entreprises, mettent en place des analyses d'exposition aux risques, notamment physiques, et des stratégies d'adaptation qui répondent à ces risques. Donc c'est une responsabilité collective. Je pense qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité uniquement. Non, mais c'était pas logique. C'était justement, je pense qu'ils mais c'était pour répondre à votre question. Pour réguler, justement, qui est extrêmement important, parce qu'à la fin, c'est eux qui portent le risque et ils ne peuvent pas tout porter, quoi. Non, bien sûr. Donc, ils ont ce rôle de régulateur. Et juste un petit bémol par rapport à ce que mon voisin de droite, qui a fait des interventions excellentes, a dit. En termes de réglementation européenne, il y a aussi d'autres réglementations comme CRD, je ne veux pas être trop technique, qui vont quand même permettre, si elles sont bien utilisées, aux investisseurs de long terme de pouvoir avoir un bonus en termes de réserve de fonds propres si ils orientent leur financement et leurs investissements massivement sur les projets verts. Je ne suis pas sûre, mais c'est un autre débat. En fait, justement, l'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on nous oblige à faire en matière de reporting, et notamment de reporting sur les risques, pour le valoriser dans notre gestion des fonds propres. Donc, au contraire, il ne s'agit pas de faire plus, mais de mieux utiliser ce qu'on doit faire en matière de reporting. Très rapidement, pour ajouter à ça, le domaine de l'assurance nous dit de manière très claire quel est le prix aujourd'hui des risques de demain. L'assurance a payé plus de 350 milliards d'euros l'année dernière sur les catastrophes climatiques. L'assurance, dans le domaine de la finance, se projette sur le temps long. Et le temps long est un temps compatible par rapport au temps de l'écologie. Donc, ils sont au centre de cette transformation. Et ça tombe bien aussi, il se trouve que sur les 5 plus gros assureurs mondiaux, 4 sont des assureurs européens. Et c'est très bien en termes de souveraineté européenne. Donc oui, un acteur tout à fait clé à observer de près. Bonjour, merci pour la qualité de votre intervention, c'est passionnant et très qualitatif. J'aurais 2 questions. Vous pouvez vous présenter ? Alors Frédéric Boudet, dirigeant de l'ISA, l'immobilier solidaire et associatif. Donc j'aurais 2 questions pour Madame Layani. Tout d'abord, au début, vous avez dit qu'il y avait un engagement de 100 milliards supplémentaires. Bon, dirigeant de PME, 4-5-0, j'arrive à peu près à comprendre, mais le double, ça me dépasse un peu. Donc est-ce que c'est un effort important ? Comment ça se situe dans le contexte global ? Deuxième question, donc, pour revenir à ma PME, donc nous, on a affaire à des, je sais pour vous 4, qui vous dirigeants de grands groupes, nous on est sous les radars. Et pourtant, comme l'adage dit, les petites rivières font les grands fleuves. On n'arrive pas à trouver des financeurs parce que on a un impact exceptionnel pourtant, mais on fait 4-5 opérations par an, donc c'est trop petit. Donc nous, on sauvegarde du patrimoine emblématique local pour éviter qu'il soit démoli et réaliser des habitats partagés pour personnes âgées en perte d'autonomie. Et donc on a un impact très fort, mais c'est des petits investissements, donc on n'arrive pas à avoir des fonds qui nous financent. Donc
Est-ce que vous avez des organisations qui financent ces petites opérations? Merci. Alors, je vais répondre sur les 100 milliards. En fait, je parlais de 100 milliards en prêts, en investissement et en garantie mobilisés par la Caisse des dépôts, qui donc gère l'épargne du livret A, du LDDS et puis d'autres fonds, bien sûr. BPI France, tout le groupe La Poste et la SFIL, qui fait du refinancement auprès des collectivités locales. Si vous mettez bout à bout sur 5 ans toutes les prévisions en prêt et en investissement de ces entités au secteur de la transformation écologique, c'est-à-dire la rénovation énergétique des logements sociaux, des bâtiments publics, du tertiaire privé-public, la construction de bornes de recharge, de tramways, de pistes cyclables, etc. dans le domaine du transport, l'installation d'énergies renouvelables et la renaturation de friches industrielles, la dépollution de friches industrielles, la gestion de l'eau, des déchets, etc. Tout ça mis bout à bout, ça fait au moins 100 milliards, en fait, on sera bien au-delà, au sein du groupe Caisse des dépôts. Et je précise que ce n'est pas que de l'investissement, en fait. C'est des prêts qui, eux-mêmes, vont contribuer à de l'investissement et avant tout aux collectivités locales et aux PME, puisque les 2 plus gros contributeurs seront donc la Banque des Territoires côté Caisse des dépôts et BPI France pour le soutien aux PME, justement. Qu'est-ce que ça représente? En fait, on essaye aussi de mettre ces financements au regard, enfin, d'orienter ces financements pour qu'ils contribuent aux objectifs nationaux, secteur par secteur. Donc on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics, avec le ministère de l'économie et des finances, le secrétariat général à la planification écologique, etc., pour voir comment ces financements pouvaient aller là où il y a le plus de besoins. Et donc je peux vous dire que, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux, on va contribuer à hauteur de 36% à peu près aux besoins. Voilà, donc ça représente quand même des montants substantiels au regard des besoins nationaux, mais ensuite, ça reste du prêt, ou des garanties ou de l'investissement. Donc ça ne peut pas compenser les besoins de subventions sur le budget de l'État qui sont nécessaires si on veut vraiment réaliser nos objectifs et pour accompagner les ménages. Et enfin, pardon, je suis un tout petit peu longue, mais c'était pour être précise. Sur votre besoin particulier, si vous voulez, on pourra en parler après, mais pour les PME, il y a quand même un gros travail qui est fait par BPI France, d'abord pour les accompagner dans leur diagnostic énergétique et d'impact sur la transformation écologique, et pas seulement sur les sujets de décarbonation, mais aussi désormais sur les sujets de biodiversité, et de les aider dans le financement de leurs projets de transformation écologique en mettant en place une palette de financement qui est quand même assez large. Donc je vous invite à regarder le site de BPI France qui est très bien fait pour accompagner justement les PME dans leur démarche. Une dernière question peut-être, si non, mais rapidement, et puis après c'est bon. Merci, je serai court. Vous avez évoqué tout à l'heure les obligations vous présenter vertes. aussi, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Alexandre Touré, je suis le directeur marketing de Layton, un cabinet de conseil en financement de l'innovation et du financement des projets environnementaux. Vous avez évoqué les obligations vertes et également les emprunts verts. De façon très concrète, est-ce que vous avez un problème de gestion pour déterminer l'impact des projets qui vous sont soumis? Est-ce que vous avez un problème de pipeline, de gérer comme on gère un projet immobilier, un emprunt immobilier, pour évaluer l'intérêt des projets à impact à financer? Est-ce que ça prend plus de temps? Est-ce que vous avez les bonnes équipes? Est-ce que voilà. Alors, si on prend le cas spécifique des obligations vertes que j'évoquais, là, on rentre typiquement sur un exemple qui illustre parfois les problématiques qu'on peut rencontrer. On a des objectifs de financement d'obligations vertes et on va dire équivalentes qui sont chiffrés sur 3 ans pour être sur cette contribution positive. L'avantage d'une obligation verte, c'est que vous avez des indicateurs précis qui sont présentés par l'émetteur d'amélioration et souvent avec des capacités derrière d'énergie renouvelable, etc., qui sont très concrets et présentés avec en plus une revue annuelle. La problématique, quand je parlais de notre empreinte carbone, par ailleurs, je pense que voilà, je ne suis pas la seule ici, l'empreinte carbone d'une structure comme Malakoff Humanis, c'est 97% les investissements. Donc
C'est là où on voit que le levier majeur, c'est sur les investissements. Quand on regarde les obligations vertes, ce qui est regardé, c'est l'émission de l'émetteur, les émissions carbone de l'entreprise qui émet l'obligation. Souvent, les émetteurs d'obligations vertes sont des émetteurs qui sont davantage carbo-intensifs, donc dans des secteurs d'activité comme les utilities, par exemple. On s'est rendu compte que, pour l'instant, dans la méthode actuelle qui est utilisée, comme on regarde que l'émission de carbone de l'émetteur, eh bien, plus on va vers des obligations vertes, plus on risque d'augmenter notre empreinte carbone. Parce que, encore une fois, on oriente une partie supplémentaire vers des émetteurs qui sont carbo-intensifs, mais en transition. Donc là, on voit aussi des enjeux méthodologiques où il va falloir progressivement intégrer les émissions économisées au travers de l'activité du projet même financé par l'obligation verte. Je dirais qu'il y a un enjeu de data tout bête. Aurélie a très bien décrit le sujet. Et en fait, en termes de pipeline de projets, il n'y a pas trop de problèmes. Sauf si on a un gros backlash et qu'il n'y a plus de projets d'énergie renouvelable, plus de projets de rénovation énergétique des bâtiments, etc. Mais le sujet, c'est vraiment collecter la donnée en amont par les équipes front, notamment quand il s'agit de projets portés par des collectivités locales, par des toutes petites PME qui ne font pas de reporting ESG, etc. Et donc, oui, enfin, je vous tends une énorme perche, mais je pense que c'était le sens de votre question. Peut-être que là, l'intelligence artificielle va nous permettre de résoudre le problème et puis de gagner aussi en efficacité sur la collecte de ces données pour émettre plus d'obligations vertes plus souvent. Parce que c'est vrai que là, le reporting sur les obligations vertes est quand même très exigeant et c'est normal, mais voilà, ça prend autant de temps que de monter une obligation, en fait. Merci. Très belle transition parce que cet après-midi, la première table ronde à 14h20, je vous dirai après ce qui se passe à 14h, mais à 14h, c'est sur l'IA responsable. Et justement, sur l'importance aussi des data et tout. Donc je pense que là, il y a un pont naturel. Donc, pour ceux qui seront là cet après-midi, donc la deuxième table ronde est à 14h20 et à 14h, nous aurons ici même Sylvain Wasserman, qui est le président de l'ADEME, qui viendra présenter tous les dispositifs de soutien à la décarbonisation industrielle. Ça aussi, c'est un moment fort. Merci beaucoup. Sur un point de vue très matériel, pour ceux qui restent sur la journée.